Mes grands-parents vivent au Japon. Chaque été, mes parents m'emmenaient les visiter. Ils vivaient dans un petit village et possédaient un grand arrière-cour. J'adorais y jouer tout l'été. Mes grands-parents m'accueillaient toujours à bras ouverts. J'étais leur seule petite fille et j'étais pour y gâter. Je les ai vus pour la dernière fois l'été de mes 8 ans. Comme d'habitude, mes parents ont pris un vol pour le Japon et m'ont conduit de l'aéroport jusqu'à la maison de mes grands-parents. Ceux-ci étaient ravis de me revoir et m'ont fait de nombreux cadeaux. Mes parents voulaient un peu de temps pour eux, donc, après quelques jours, ils ont pris un billet pour une autre ville, me laissant avec mon grand-père et ma grand-mère. Un jour, je m'amusais dans l'arrière-cour pendant que mes grands-parents préparaient à manger. C'était une journée chaude et ensoleillée en plein été, et je me suis allongée dans l'herbe pour me reposer. J'ai fixé les nuages, appréciant la douceur des rayons de soleil et la brise. J'étais sur le point de me relever quand j'ai entendu un bruit étrange. Je ne savais pas ce que c'était, ni d'où ça venait. J'ai regardé autour de moi, cherchant la source du bruit, quand j'ai remarqué quelque chose qui dépassait de la haie entourant le jardin de mes grands-parents. C'était un chapeau de paille. Il n'était pas posé sur la haie, il était juste derrière. C'était de là que venait le bruit. Le chapeau a commencé à bouger, comme s'il était porté par quelqu'un. Je l'ai vu se déplacer vers un trou dans la haie et j'ai pu voir un visage, celui d'une femme. Pourtant la haie était si grande, elle mesurait presque 8 pieds de haut. J'étais surprise par la taille de la femme, je me suis demandé si elle portait des échasses ou des chaussures à talons hauts. Elle m'a fixé un instant avant de partir, l'étrange bruit disparaissant avec elle. Ahurie, je suis rentrée dans la maison où j'ai trouvé mes grands-parents dans la cuisine. Ils buvaient du thé. Je me suis assise à table avec eux et je leur ai raconté ce que j'avais vu. Ils n'étaient pas plus inquiets que ça, jusqu'à ce que je mentionne le son qu'émettait la femme. Quand je leur en ai parlé, ils se sont immédiatement retournés vers moi, horrifiés. Les yeux de ma grand-mère se sont agrandis et mon grand-père m'a agrippé le bras. « Dis-moi exactement quelle taille elle faisait, c'est très important. » « Elle était aussi grande que la haie, » ai-je répondu, sentant la peur m'envahir. Mon grand-père n'a cessé de me poser des questions. Où se tenait-elle? Quand est-ce que c'était arrivé? Est-ce qu'elle m'avait vu? J'y ai répondu du mieux que j'ai pu. Il s'est précipité dans le couloir pour appeler quelqu'un, mais je n'ai pu entendre ce qu'il disait. J'ai regardé ma grand-mère. Elle tremblait comme une feuille. Mon grand-père est revenu en trombe dans la salle pour parler à ma grand-mère. « Je dois m'absenter quelques heures. Reste ici avec elle. Tu ne dois pas la quitter une seconde des yeux. » De plus en plus inquiète, je lui ai demandé ce qu'il se passait. Il m'a regardée et l'expression dans ses yeux trahissait une profonde tristesse. « Hachishaku-sama t'a remarqué. » Je me suis retournée vers ma grand-mère. « Qui est Hachishaku-sama ? » ?»« Ne t'inquiète pas, ton grand-père va s'en charger. Tu n'as pas à t'inquiéter. » On est resté assise dans la cuisine à attendre que mon grand-père revienne, et elle m'a expliqué la situation. Elle m'a dit qu'un esprit dangereux hantait la région. On l'appelait Hachishaku-sama, ou la femme de 8 pieds de haut à cause de sa taille. Cet esprit avait l'apparence d'une femme extrêmement grande, qui produisait un son bien caractéristique, de sa voix grave. Son apparence changeait selon la personne qui la voyait. Certains disent que c'est une vieille femme aux yeux hagards, portant un kimono, tandis que d'autres affirment avoir vu une jeune femme portant un long drap blanc. Mais peu importe son apparence, sa taille et le son qu'elle produit ne changent pas. Il y a longtemps de cela, des moines avaient réussi à capturer l'esprit et à le confiner dans un bâtiment en ruine à la périphérie du village. Ils l'ont piégé en l'entourant de 4 statuettes bouddhistes, appelées des jizo, qu'ils ont placées au nord, au sud, à l'est et à l'ouest des ruines, pour qu'Hachishaku-sama reste piégée à tout jamais. Mais pour une raison inconnue, elle avait réussi à s'en échapper. Elle avait été vue pour la dernière fois 15 ans auparavant. D'après ma grand-mère, toute personne qui voyait Hachishaku-sama était condamnée à mourir dans les jours suivant l'apparition de l'esprit. Ça me semblait tellement absurde. Je ne savais pas si je devais la croire. Mon grand-père est revenu accompagné d'une vieille femme. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Kei-san. Elle m'a tendu un morceau de parchemin froissé, me demandant de toujours le garder avec moi. Puis elle et mon grand-père sont montés à l'étage. Je me suis à nouveau retrouvée seule avec ma grand-mère. Après quelques minutes,
Mon grand-père et Keisan m'ont fait monter puis entrer dans ma chambre. Les fenêtres étaient couvertes de papier journal sur lesquels des prières avaient été inscrites. Des bols de sel avaient été disposés aux 4 coins de la chambre et une statuette à l'effigie de Bouddha avait été placée sur une boîte en bois, au centre de la salle. Keisan m'a demandé de m'asseoir pour pouvoir me parler. Le soleil va bientôt se coucher. Écoute-moi attentivement. Tu dois rester dans cette salle jusqu'à demain matin. Tu ne dois pas en sortir, peu importe les circonstances, jusqu'à 7 heures du matin. Ton grand-père et ta grand-mère ne te parleront pas et ne t'appelleront pas pendant la nuit. Souviens-toi, tu ne dois pas sortir de cette salle. Je préviendrai tes parents. Le ton de sa voix était d'un tel sérieux que je me suis contentée d'acquiescer d'un simple mouvement de tête. Tu dois suivre les instructions de Keisan à la lettre. Ne lâche surtout pas le parchemin qu'elle t'a donné. S'il se passe quelque chose, prie Bouddha et n'oublie pas de refermer la porte à clé quand nous sortirons de ta chambre, m'a dit ma grand-mère. Ils sont sortis de la salle après m'avoir souhaité bon courage, et j'ai pris soin de bien fermer la porte derrière eux. J'ai allumé la télévision pour tenter de me changer les idées, mais j'étais tellement nerveuse. Ma grand-mère m'avait laissé des onigiri, mais ma peur était telle que j'en avais l'estomac retourné. J'avais l'impression d'être en prison. Je me suis allongée dans mon lit et j'ai attendu, puis j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillée, il était 1 heure du matin. Quelque chose tapait à la fenêtre. J'ai senti mon sang quitter mon visage et mon rythme cardiaque s'accélérer. J'ai tenté de me calmer du mieux que j'ai pu. C'était probablement juste mon esprit qui me jouait des tours, ou une branche d'arbre qui tapait à ma fenêtre. J'ai monté le volume de la télévision pour couvrir le bruit. Il s'est arrêté au bout de quelques minutes. C'est là que j'ai entendu mon grand-père m'appeler. « Tout va bien ? Tu n'as pas à rester seul. Je peux venir te tenir compagnie si tu veux. » J'ai souri et je me suis précipitée vers la porte, mais je me suis arrêtée juste avant de l'ouvrir. J'avais la chair de poule. Cette voix était tellement semblable à celle de mon grand-père, mais je sentais que ce n'était pas la sienne. Je n'aurais pas su dire pourquoi, mais je savais. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux ouvrir la porte maintenant. » J'ai jeté un coup d'œil à ma gauche et mon sang s'est figé. Le sel dans les bols était en train de noircir. Je me suis éloignée de la porte. Tout mon corps tremblait de peur. Je me suis agenouillée devant la statue de Bouddha, serrant le parchemin dans ma main et j'ai commencé à prier. « Je t'en prie, sauve-moi d'Achishaku-sama. » Puis j'ai entendu une voix, juste derrière la porte. Les bruits au niveau de la fenêtre ont recommencé. La peur m'avait totalement envahie et je suis restée agenouillée devant la statue à pleurer et à prier tout le reste de la nuit. J'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter, mais le soleil s'est enfin levé. Le sel dans les bols était d'un noir d'encre. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il était 7h30. J'ai ouvert la porte le plus doucement possible. Ma grand-mère et Keisan m'attendaient. Quand la première m'a vue, elle s'est mise à pleurer de joie. « Je suis si heureuse que tu sois encore en vie. » Nous sommes descendus et en entrant dans la cuisine, j'ai eu la surprise d'y retrouver mes 2 parents. Mon grand-père nous a rejoints. « Dépêchez-vous, il faut partir. » On s'est dirigé vers la porte d'entrée où un grand fourgon noir nous attendait. Plusieurs hommes du village entouraient le véhicule. Ils me pointaient du doigt et chuchotaient. Le fourgon avait 9 sièges et ils m'ont placé au centre, entouré par 8 personnes. Keisan conduisait. L'homme à ma gauche m'a regardé et m'a dit « Tu t'es mise dans une situation délicate. Je sais que tu es probablement très inquiète. Garde la tête baissée et les yeux fermés. Nous ne pouvons pas la voir, mais toi tu le peux. N'ouvre surtout pas les yeux tant que tu ne seras pas en sécurité. » Mon grand-père conduisait sa voiture devant le fourgon et mon père nous suivait avec la sienne. Quand tout le monde fut prêt, notre petit convoi s'est mis en route. Au bout de quelques dizaines de minutes, Keisan m'a dit « C'est maintenant que les choses vont se compliquer. » Puis elle a commencé à prier. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix. J'ai serré le parchemin de toutes mes forces. J'ai gardé la tête baissée, mais je n'ai pu m'empêcher de jeter un coup d'œil dehors. J'ai vu un pan de tissu blanc que la brise faisait onduler. C'était Hachishaku-sama. Elle suivait le fourgon. Elle s'est baissée pour regarder à la fenêtre et je me suis mise à crier. L'homme le plus proche de moi m'a demandé de fermer les yeux, ce que j'ai aussitôt fait. Puis les tapotements recommençaient. Et la voix est devenue plus forte.
Les tapotements semblaient venir de toutes les fenêtres à la fois. Tous les adultes qui m'entouraient étaient terrifiés. Ils ne pouvaient pas voir l'esprit ni entendre sa voix, mais ils pouvaient l'entendre taper aux fenêtres. Kaysan s'est mise à prier de plus en plus fort, criant presque. La tension était insoutenable. Mais au bout de quelques minutes, tout s'est arrêté. Kaysan a jeté un coup d'œil à l'arrière de la voiture. Je crois que nous sommes en sécurité à présent. Tous les hommes autour de moi ont poussé un soupir de soulagement. Le fourgon s'est arrêté au coin de la route et l'on m'a transféré dans la voiture de mon père. Ma mère m'a serré dans ses bras. Des larmes coulaient sur ses joues. Mon père et mon grand-père ont remercié les hommes et ceux-ci sont partis. Kaysan s'est approchée de la fenêtre et m'a demandé de lui montrer le parchemin qu'elle m'avait donné. Quand j'ai ouvert ma main, celui-ci était devenu totalement noir. Elle m'en a tendu un autre. D'après elle, j'étais en sécurité, mais on n'est jamais trop sûr. Mon père nous a conduits à l'aéroport, et mon grand-père s'est assuré que l'on montait bien dans l'avion. Quand nous avons décollé, mon père m'a dit qu'il avait déjà entendu parler de la femme de 8 pieds de haut. Des années auparavant, l'esprit avait remarqué l'un de ses amis. Celui-ci avait disparu quelques jours plus tard. Il a ajouté que d'autres personnes remarquées par Hachishaku-sama avaient survécu. Ils avaient tous dû quitter le Japon et n'avaient jamais pu y retourner. Elles choisissaient toujours des enfants parce que ceux-ci dépendent de leurs parents et des membres de leur famille. C'est plus facile de les leurrer. Il a ajouté que tous les hommes dans le fourgon étaient des cousins à lui. C'est pour ça qu'il s'était porté volontaire pour me protéger. C'est aussi pour ça que mon père et mon grand-père avaient conduit près du fourgon. Tout avait été fait pour confondre l'esprit. Mais réunir toutes ces personnes avait pris du temps, et c'est pour ça que j'avais dû rester toute une nuit dans ma chambre. Il m'a dit que l'une des statuettes Jizo qui entourait l'endroit où l'esprit avait été scellé s'était brisée, lui permettant de s'échapper. J'ai pu sentir des frissons le long de ma colonne vertébrale. J'étais heureuse de rentrer à la maison. Ces événements datent d'il y a 10 ans. Je n'ai pas revu mes grands-parents depuis. Je n'ai pas non plus pu retourner au Japon. Mais je m'assure de leur téléphoner 1 ou 2 fois par mois. Au cours des dernières années, j'ai tenté de me convaincre qu'Hachishaku-sama n'était qu'une légende urbaine, une hallucination collective, que tout ce qu'il s'était passé n'était qu'une farce cruelle que m'avait fait ma famille. Mais le doute subsiste. Mon grand-père est mort il y a 2 ans. Quand il est tombé malade, il ne m'a jamais laissé le visiter, et il a écrit dans son testament qu'il refusait que j'aille à ses funérailles. Ça m'a brisé le cœur. Ma grand-mère m'a appelée il y a quelques jours pour m'annoncer qu'elle avait un cancer. Je lui manquais terriblement et elle voulait me voir une dernière fois avant de mourir. Je voulais la revoir plus que tout, mais cette demande me surprenait de sa part. « Tu es sûre, mamie ? Tu penses que c'est sans risque ?» C'était il y a 10 ans. Tout est oublié, tu es une adulte maintenant. Je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème, m'a-t-elle répondu. Mais... et Hachishaku-sama ? Pendant un instant, il n'y eut que le silence, et puis d'un coup, j'ai entendu cette voix grave et familière.